Aujourd'hui, un sujet que je voulais faire depuis très longtemps et qui m'a demandé beaucoup de travail, la construction du métro de Montréal. On part! On peut dire que l'histoire du métro a commencé au tout début du 20e siècle. Dès 1910, on a pensé à créer une espèce de tunnel qui permettrait aux tramways de passer en dessous de la terre. Pourquoi? Ben, même à cette époque-là, la circulation dans les rues de Montréal était super intense. La population de la ville avait presque triplé en moins de 20 ans et les infrastructures n'ont juste pas suivi. Les tramways étaient bloqués presque à tous les jours dans des embouteillages monstres. Donc c'est la compagnie de tramway, la MTC, qui avait l'idée du tunnel à ce moment-là, mais les élus municipaux ont refusé de donner l'argent à la compagnie, alors le projet est tombé à l'eau. Pendant les deux grandes guerres et la dépression de 1930, on parlait encore d'un projet de métro, mais disons que les élus municipaux étaient encore plus frileux de donner des milliers et même des millions de dollars à un projet de transport en commun dans ces périodes très difficiles. Le prochain projet sérieux de métro est apparu en 1953, alors que la CTM venait de naître. La CTM, c'est la Commission de transport de Montréal, un peu l'ancêtre de la STM. Eux autres avaient vraiment un projet très ambitieux de métro qui ressemblait au métro qu'on connaît aujourd'hui, avec plus de 40 stations. Malheureusement, un an après l'élaboration du projet, Jean Drapeau est élu maire de Montréal, et à ce moment-là, Drapeau voulait rien savoir d'un métro. Surtout que le projet avait été élaboré avant que lui vienne au pouvoir. Et il faut dire qu'à ce moment-là, Jean Drapeau ne pensait qu'à l'automobile. Il fallait agrandir les grandes rues et créer des autoroutes. Il en est de la circulation dans une grande ville comme de la circulation du sang dans le corps humain. Mais coup de théâtre, Jean Drapeau est réélu en 1960 après 3 ans d'absence à la mairie et il décide de remettre le projet sur les rails. Hein? Vous avez vu le jeu de mots? Pourquoi Jean Drapeau a changé d'idée par rapport au métro? Ben peut-être parce qu'en 1954, on a vu apparaître un métro dans la ville de Toronto et il marchait très bien. Ça a rendu un peu jaloux notre maire. Mais plus vraisemblablement, c'est à cause de Lucien Saunier, qui était le proche conseiller de Jean Drapeau. Pour lui, un projet de métro allait dorer l'image de marque du maire et allait donner un super beau projet de transport en commun aux Montréalais. Mais une fois que Jean Drapeau a adopté l'idée, il a dépensé sans compter. D'ailleurs, M. Drapeau me fait beaucoup penser au personnage de John Hammond dans Jurassic Park, qui crée un parc comme ça pour amuser les gens sans vraiment tenir compte du budget. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. D'ailleurs, le budget du projet du métro de l'époque était de 132 millions, ce qui équivaut à peu près à 1,3 milliard de dollars aujourd'hui. Le projet comptait 3 lignes. La ligne 1 verte, qui traversait le centre-ville de Montréal d'est en ouest, la ligne 2 orange, qui partait du nord de Montréal et qui se rendait jusque dans le vieux Montréal, et la ligne 3 rouge, qui avait été pensée comme une ligne hybride entre le train de banlieue et le métro. C'était une ligne de surface qui aurait utilisé les rails du Canadien national. La ligne rouge était supposée passer sous le Mont-Royal et se rendre comme ça jusqu'à Deux-Montagnes. Malheureusement, les négociations avec le Canadien national furent plus compliquées que prévu. Et avec l'annonce de l'Expo 67, on décida de scraper la ligne rouge pour faire plutôt la ligne jaune qui allait se rendre sur les nouvelles îles. Donc pour piloter cet immense projet, on nomma un autre Lucien, Lucien Lallier celui-là. On le nomme aujourd'hui encore le père du métro de Montréal. C'est grâce à lui qu'on a un métro qui ressemble à ce qui ressemble aujourd'hui. Je suis ici au coin de Jarry et Berry, là où a eu lieu la toute première pelletée de terre de la construction du métro de Montréal. Bon, je dis pelletée de terre entre guillemets, parce qu'il s'agissait plutôt d'un marteau-piqueur. Au plus fort du projet, il y a plus de 5000 personnes qui travaillaient à la construction du métro. Pour construire les tunnels, on a choisi la rue Berry plutôt que la rue Saint-Denis parce qu'elle était un petit peu moins passante. Même chose pour la rue Maisonneuve versus la rue Sainte-Catherine.
On a creusé les tunnels du métro dans le roc. En effet, Montréal repose sur une assise de calcaire assez malléable, assez facile à creuser et qui supporte bien d'avoir plein de trous dedans. Les passionnés de géologie peuvent aller voir la station Jean Talon et même la station Snowdon pour voir le calcaire dans lequel on a creusé. Bon, moi ça me palpite pas tant que ça, mais ceux qui aiment la roche peuvent trouver leur compte. Pour la finition, on a quand même recouvert les parois des tunnels du métro d'une mince couche de béton. Comme ça évite les effritements. Le tunnel s'est creusé comme ça à raison de 6 mètres par jour. Très rarement, on est obligé de creuser les tunnels en tranchées, c'est-à-dire à ciel ouvert. La plupart du temps, on passe sous la rue, sous les canalisations, ce qui dérange le moins possible les habitants des rues sous lesquelles les tunnels ont été creusés. Par contre, pour les stations de métro, on a dû creuser des immenses cratères qui ont fait des trous pendant une bonne période de temps un peu partout dans la ville. Les chantiers des stations étaient très impressionnants. Pour la station Berry de Montigny, par exemple, on a creusé un cratère grand comme un bloc de maison et d'une profondeur de 6 étages. La terre et la roche retirées des tunnels de métro ont contribué à créer l'île Notre-Dame et agrandir l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde. Le métro de Montréal est un des très rares métros au monde à être complètement souterrain. Pour le matériel roulant, la ville fait appel à la compagnie Canadian Vackers. C'est un contrat pour 369 wagons MR63, 63 pour l'année de leur construction bien sûr. Les voitures sont relativement étroites pour un train nord-américain, seulement 2,5 mètres de largeur contrairement à 3,15 mètres pour le métro de New York par exemple. C'est économique car ça demande un tunnel d'une largeur de seulement 7,10 mètres. Moins le tunnel est large, moins il coûte cher à Montréal bien sûr. Aussi c'est lors d'un voyage à Paris que Jean Drapeau découvre un métro à roues pneumatiques. Les roues sur pneus sont bien pratiques. Moins bruyantes et plus confortables, elles offrent plus d'adhérence au rail et une meilleure performance pour l'accélération et le freinage. Grâce à l'utilisation des pneumatiques, on a pu se permettre des pentes dans les tunnels jusqu'à 7 degrés. Finalement, les pneus permettent de négocier des courbes beaucoup plus serrées. Le métro de Montréal va être le premier au monde à utiliser que des roues pneumatiques. Le métro de Montréal est évidemment 100% électrique. On dit qu'il consomme plus de 315 millions de kWh à chaque année. Les premiers wagons MR63 ont roulé pendant très longtemps dans le souterrain de Montréal. Ils roulaient en moyenne 100 000 km par année. Ils ont été retirés progressivement au début des années 2010. Les vieux wagons étaient vendus à plusieurs compagnies qui les ont intégrés dans divers projets, plus inventifs les uns que les autres. Dans les années 70, on voit apparaître le MR73, construit par Bombardier. Ils sont très semblables au MR63. On voit encore beaucoup de ces voitures de nos jours sur la ligne verte et sur la ligne jaune. Et ce sont les seuls qui peuvent rouler sur la ligne bleue. Mon truc pour les différencier est celui-ci. Les MR63 ont des phares avant à l'horizontale et les MR73 ont des phares à la verticale. Aujourd'hui, ce qui roule sur la ligne orange, ce sont les trains Azur ou MPM10. Leur look a complètement été repensé et en plus d'être moderne sous tous les aspects, les trains sont complètement ouverts et on peut se promener d'un wagon à l'autre sans problème. Pour ceux qui se demandent d'où vient le dou qu'on entend lorsque le métro démarre, eh bien ça vient du hacheur de courant. Le hacheur module le courant électrique en 5 étapes pour éviter les surcharges pendant l'accélération. L'oreille humaine ne perçoit que les 3 dernières étapes.
C'est juste une coïncidence, mais les 3 notes du hacheur de courant correspondent aux 3 premières notes de la pièce Fanfare for a Common Man, une pièce qui a été choisie comme thème d'ouverture de l'Expo 67. L'inauguration du métro de Montréal a lieu le 14 octobre 1966, en présence du maire bien sûr, du premier ministre et du cardinal Paul-Émile Léger. À cette époque-là, le métro de Montréal n'a que 20 stations. Il faut attendre par contre jusqu'en avril 1967 pour voir se compléter la phase 1 de la construction du métro de Montréal. Il compte 26 stations réparties sur 22,1 km. La première année, on compte plus de 130 millions de déplacements et beaucoup d'entre eux pour se rendre à l'Expo 67, la station de l'île Sainte-Hélène. Plus tard, on l'appelle la station Jean-Drapeau. Mais c'était mal connaître le maire Jean-Drapeau pour croire qu'il allait s'arrêter là. Il avait un projet qui s'appelait Horizon 2000. Il voulait créer, à cette époque-là, 160 km de métro. Les premiers travaux de prolongement eurent lieu en 1971. Ils avaient pour but de connecter le réseau existant aux installations olympiques qui étaient en train de se construire. Parce que oui, les Olympiques ont eu lieu en 1976, un autre projet de notre maire Jean Drapeau qui avait une vision très grandiose de Montréal. En 2023, le métro de Montréal compte 68 stations avec la ligne bleue qui a été complétée en 1988 et la ligne orange jusqu'à Laval en 2004. C'est plus de 71 km de métro qu'on a maintenant sur le réseau du métro de Montréal. Évidemment, on n'a pas fini de prolonger le métro. On est en train de rallonger la ligne bleue dans l'est jusqu'à Anjou. Toutes les stations de métro de Montréal sont différentes, contrairement à d'autres métros dans le reste du monde. Leur construction a été confiée à des architectes différents. Vous l'avez vu à travers certaines de mes vidéos, plusieurs stations sont vraiment spectaculaires. Aussi, on a engagé des dizaines d'artistes pour concevoir des œuvres d'art dans les stations. Ces artistes ont été impliqués dès le début de la conception des stations avec les architectes, ce qui fait que les œuvres s'intègrent aussi bien aux stations. Pour quelqu'un de pas trop pressé, faire un tour de métro à Montréal est l'équivalent pour moi d'aller faire un tour dans les musées de la ville. Des musées sur l'art et sur l'architecture. Le futur du métro de Montréal est très radieux. Comme je vous disais, on est en train de prolonger la ligne bleue, mais aussi on va connecter certaines stations au REM, le réseau express métropolitain. Et ça, c'est sans compter d'autres projets qui pourraient venir dans un futur assez proche. De nos jours, le métro de Montréal compte plus de 367 millions de passagers par année. Bon, évidemment, c'est un chiffre pré-pandémie. C'est quand même le 3e métro le plus achalandé d'Amérique du Nord, après celui de New York et celui de Mexico. C'est un métro assez propre et très sécuritaire. Donc, tous les touristes qui viennent à Montréal doivent l'essayer. Donc voilà ce qui termine ce topo sur la construction du métro de Montréal. J'espère que vous avez aimé ça, comme moi j'ai aimé en faire la recherche et le montage. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Bye bye!